Vie des 12 Césars suétonne. Claude. Chapitre 1. Naissance de Drusus, père de Claude. Ses victoires, sa mort, ses projets pour le rétablissement de la liberté. Auguste est accusé de l'avoir fait empoisonner. Livie, déjà enceinte lorsqu'elle épousa Auguste, mit au monde, 3 mois après, Drusus, qui porta d'abord le surnom de Décimus, puis celui de Néron, et qui fut père du César Claude. Ce Drusus passa pour être le fruit d'un commerce adultère de Livie avec Auguste, avant qu'ils fussent mariés. Elle n'en entendit plus à Rome que ce vers grec « Il naît aux gens heureux des enfants en 3 mois ». Pendant sa questure et sa prêture, ce Drusus eut un commandement dans la guerre de Rhétie et dans celle de Germanie, et il fut le premier des généraux romains qui navigua sur l'océan septentrional. Il fit creuser, au-delà du Rhin, des canaux dont la construction exigea beaucoup de diligence et un travaux considérable, que l'on appelle encore les canaux de Drusus. Il battit souvent l'ennemi, le refoula jusqu'au fond de ces déserts, et ne cessa de les poursuivre qu'après avoir vu apparaître une femme de cette nation. D'une grandeur plus qu'humaine, et qui lui défendit, s'exprimant en latin, de pousser plus avant ses victoires. L'ovation et les ornements triomphaux furent les récompenses de ses exploits. Il fut fait consul au sortir de sa prêture, et ayant repris son expédition, il mourut de maladie dans ses quartiers d'été, nommé depuis le camp du malheur. Son corps fut porté à Rome par les principaux citoyens des municipes et des colonies. Les décuries de scribes allèrent le recevoir, et l'en ensevelit dans le champ de Mars. Quant à l'armée, elle éleva en son honneur un cénotaphe, autour duquel les soldats devaient, chaque année, défiler et les députés des villes de la Gaule faire des sacrifices solennels. Le Sénat, entre autres distinctions, lui décerna un arc de triomphe en marbre, avec des trophées sur la voie appienne, et le surnom de Germanicus pour lui et sa postérité. Il aimait, dit-on, la gloire autant que la liberté. Ainsi, toujours jaloux de joindre à ses victoires l'honneur des dépouilles opimes, il poursuivait dans le mêlé, à travers 1000 dangers, les chefs germains, et il ne dissimula jamais le dessein de rétablir un jour, dès qu'il pourrait, l'ancienne République. Telle est, je crois, la raison qui a fait avancer à quelques auteurs qu'il devint suspect à Auguste et que celui-ci le rappela de son gouvernement. Mais que le voyant hésiter à revenir, il s'en défie par le poison. Je rapporte cette opinion pour ne rien omettre, et sans la croire ni vraisemblable, ni vraie. Auguste aima tellement Drusus tant que vécut celui-ci, qu'il institua son héritier au même rang que ses fils, dans tous ses testaments, comme il le déclara un jour dans le Sénat. Dans l'éloge public qu'il fit de lui après sa mort, il pria les dieux de faire en sorte que ses chers Césars, c'est-à-dire Caius et Lucius César, ressemblassent à Drusus, et de lui accorder à lui-même une aussi belle fin que la sienne. En outre, il composa son épitaphe en vers, qui furent gravés sur son tombeau, et il écrivit même en prose l'histoire de sa vie. Drusus avait eu beaucoup d'enfants de la jeune Antonia, mais il n'en laissa que 3, Germanicus, Livia et Claude. Chapitre 2. Naissance de Claude, ses maladies, sa faiblesse. Claude naquit à Lyon, au Calende d'août, sous le consulat de Iulius Antonius et de Fabius Africanus, le jour même que l'on y fit la dédicace de l'autel consacré à Auguste. D'abord appelé Tibère Claude Drusus, il prit plus tard le surnom de Germanicus, quand son frère aîné passa par adoption dans la famille Julia. Il était encore au berceau lorsque son père mourut,
et il eut à lutter, pendant presque tout le temps de son enfance et de sa jeunesse, contre diverses maladies fort opiniâtres, qui le rendirent si faible de corps et d'esprit, que même, dans un âge plus avancé, on le jugea propre à aucune fonction publique, à aucune affaire particulière. Longtemps encore après l'expiration de sa minorité, on le laissa sous l'autorité d'autrui, sous la férule d'un pédagogue, et il se plaint dans un de ses écrits qu'on ait mis auprès de lui un barbare, autrefois chef des palefreniers, pour lui faire endurer, sous toutes sortes de prétextes, une infinité de mauvais traitements. Cette même faiblesse de santé et de raison fut aussi cause que, contre l'usage, il présida, vêtu d'un manteau grec, au spectacle de gladiateurs qu'il donna conjointement avec son frère, en mémoire de son père, et lorsqu'il prit la toge virile, on le porta en litière au Capitole, vers le milieu de la nuit, et sans aucune cérémonie. Chapitre 3. Ses études. Mépris qu'il inspire à toute sa famille. Il ne laissa pas pourtant de s'appliquer avec ardeur dès sa jeunesse, aux études libérales. Souvent même il publia ses essais dans tous les guerres. Mais il ne put, malgré ses preuves de savoir, acquérir aucune considération, ni donner de celui de meilleures espérances. Sa mère, Antonia, l'appelait ordinairement une monstruosité humaine, une ébauche informe de la nature. Et lorsqu'elle voulait parler d'un imbécile, elle disait « Il est plus stupide que mon fils Claude ». Son aïeul Augusta eut toujours pour lui le plus grand mépris. Elle ne lui adressait que très rarement la parole, et si elle avait quelque avis à lui donner, c'était par un biais laconique et dur, ou par un tiers. Sa sœur Livia, ayant entendu dire qu'il régnerait un jour, plaignit tout haut le peuple romain d'être réservé à une si malheureuse et si honteuse destinée. À l'égard de son grand-oncle Auguste, je ne puis mieux faire connaître ce qu'il en pensait en bien et en mal, que par les passages suivants de ses lettres. Chapitre 4. Lettre d'Auguste sur Claude. Je me suis entendu avec Tibère, comme vous m'avez demandé, ma chère Livie, sur ce qu'il faudra faire de votre petit-fils Tibère, aux fêtes de mars. Notre avis à tous deux est que nous devons prendre une fois notre parti sur ce qui le regarde pour ne plus nous en écarter. Car s'il a les qualités requises et, pour ainsi dire, universelles, il n'y a pas à balancer. On doit le faire passer graduellement par les mêmes honneurs que son frère. Si, au contraire, nous l'en trouvons incapable et indigne, s'il ne jouit ni de la santé du corps ni de celle de l'esprit, il n'en faut pas donner à rire de nous et de lui à ces mauvais plaisants qui tournent tout en jeu et en moquerie. Ça serait chose fort incommode dans le cas où nous n'aurions rien décidé à l'avance, que d'avoir à délibérer, à chaque période de sa vie, s'il peut ou non exercer les emplois publics. Quoi qu'il en soit, dans la conjoncture présente, je ne m'oppose point à ce qu'il s'occupe de la table des prêtres. Pendant les fêtes de mars, pourvu qu'il ait auprès de lui le fils de Sylvanus, son parent, qui l'empêche de rien faire d'inconvénient ou de ridicule. Je ne suis point d'avis qu'il assiste aux jeux du cirque, de la loge impériale. Il serait trop en vue, au premier rang des spectateurs. Je ne suis pas non plus d'avis qu'il aille sacrifier sur le mont d'Albin, ni qu'il soit à Rome pendant les fêtes latines. Car, enfin, pourquoi ne le nomme-t-on pas préfet de la ville s'il est incapable de suivre son frère sur le mont ? Vous connaissez maintenant toutes mes décisions, ma chère Livie. J'ajouterai encore qu'il faut régler pour toujours notre conduite à son égard, pour ne pas flotter sans cesse entre l'espérance et la crainte. Vous pouvez, si vous le trouvez bon, faire lire à notre chère Antonia cette partie de ma lettre. Il dit dans une autre « Pendant votre absence, j'inviterai tous les jours à ma table le jeune Tibère, afin qu'il ne soupe pas seul avec son Sulpicius et son Athénodore. Je voudrais qu'il choisît, avec plus de soin et moins de négligence, un ami dont il pût imiter le maintien, le geste et la démarche.
Le pauvre enfant manque de chance, car dans les choses sérieuses, quand son esprit n'est pas égaré, il faut quelquefois souvenir de sa naissance. Enfin, voici ce que dit Auguste dans une troisième lettre. J'ai entendu avec plaisir déclamer votre petit-fils Tibère. Que je meure, ma chère Livie, si je reviens de mon étonnement. Comment peut-il parler aussi clairement en public, lui qui a d'ordinaire la langue si empâtée. Aucun doute sur la résolution que prit ensuite Auguste à son égard. Il ne lui conféra aucune dignité, si ce n'est celle de sacerdoce des augures. Il ne lui assigna qu'un sixième de sa succession, et ne le nomma qu'au troisième rang de ses héritiers, presque parmi les étrangers. Le legs qu'il lui fit ne montait pas à plus de 800 000 sesterces. Chapitre 5. Claude, privé de dignité, vit dans la retraite. Son oncle Tibère lui accorda, sur sa demande, les ornements consulaires. Mais comme il insistait pour obtenir aussi des magistratures effectives, ce prince lui réécrivit pour toute réponse. Je vous envoie 40 pièces d'or pour les Saturnales et pour les sigillières. Renonçant alors à l'espoir des dignités, il s'abandonna à la oisiveté. Il vécut caché, tantôt dans ses jardins ou dans une maison de campagne voisine de Rome, tantôt dans sa retraite de compagnie, dans la société des hommes les plus abjects. Et il joignit à son ancienne renommée d'indoléance la honteuse réputation de joueur et d'ivrogne. Chapitre 6. On lui rend quelques honneurs. Malgré cette conduite, on lui rendit toujours pendant cette période quelques devoirs, on lui donna même des marques publiques de respect. Les chevaliers le chargèrent 2 fois de porter pour eux la parole, à la tête d'une députation de leur ordre. La première fois, lorsqu'ils demandèrent au consul la faveur de transporter jusqu'à Rome sur leurs épaules le corps d'Auguste. La seconde, lorsqu'ils allèrent féliciter ces mêmes magistrats d'avoir fait justice de ces gens. À son entrée au spectacle, les chevaliers se levaient et posaient leurs manteaux. Le Sénat voulut aussi adjoindre extraordinairement au prêtre d'Auguste que le sort avait désigné. Il voulut faire reconstruire, aux frais de l'État, sa maison incendiée. Il voulut enfin lui conférer le droit de donner son avis au rang des consulaires. Mais Tibère fit révoquer ce décret, alléguant l'incapacité de Claude et promettant de l'indemniser lui-même de ses pertes. En mourant, il l'inscrivit au 3e rang de ses héritiers pour un tiers de sa succession. Il lui fit, en outre, un legs de 2 millions de sesterces et le recommanda nommément aux armées, au Sénat et au peuple romain parmi ses autres parents. Chapitre 7. Il est fait consul sous Caligula. Sous Caius, son neveu, qui, au commencement de son règne, cherchait, par toutes sortes de moyens, à acquérir de la considération. Claude parvint enfin aux honneurs et fut son collègue au consulat pendant 2 mois. On remarqua, la première fois qu'il parut au forum avec les faisceaux, qu'un aigle vint se poser sur son épaule droite. Le sort lui assigna un second consulat pour 4 ans après. Il présida quelquefois au spectacle à la place de Caius, et le peuple le saluait alors en criant « Prospérité à l'oncle de l'empereur, prospérité aux frères de Germanicus ». Chapitre 8. Il devint le jouet de la cour. Il n'en fut pas moins le jouet de la cour. Arrivait-il trop tard pour souper, on le recevait qu'avec peine, après lui avoir laissé faire le tour de la table, à la recherche d'une place. S'endormait-il après le repas, ce qui lui arrivait souvent. On lui lançait des noyaux d'olive et de dattes. Ou bien des bouffons se faisaient un jeu de le réveiller, avec une férule ou avec un fouet. On lui mettait aussi des brodequins dans les mains lorsqu'il ronflait, afin que, réveillé subtilement, il s'en frottait le visage. Chapitre 9. Ses dangers sous Caligula. Le Sénat affecte de le mépriser. Ses biens sont mis en vente. Il subit aussi à cette époque des épreuves plus sérieuses. Pendant son consulat même il faillit
être destitué pour sa négligence, à mettre son abdication et faire poser dans Rome les statues de Néron et de Drusus, frères de l'empereur. Il était ailleurs continuellement en but aux envoyés en Germanie, avec les députés chargés de complimenter Caligula sur la découverte de la conspiration de Lépide et de Gétulicus. Il courut risque de la vie parce que l'empereur s'indigna qu'on eût précisément choisi son oncle comme si il se fût agi de régenter un enfant. Aussi, quelques auteurs ont-ils prétendu qu'à son arrivée, on le précipita tout habillé dans la fleuve. Depuis ce temps, il fut toujours le dernier des consulaires à dire son avis dans le Sénat. On ne lui demandait, pour le mortifier, qu'après tous les autres. On reçut même, dans cette assemblée, une accusation de faux contre un testament qu'il avait signé. Enfin, son installation dans un sacerdoce nouvellement institué, lui ayant coûté jusqu'à 8 millions de sesterces, il tomba dans une telle pénurie d'argent que, ne pouvant acquitter ses obligations envers le trésor, il vit mettre ses biens en vente sans condition, conformément à la loi des hypothèques, suivant la décision des préfets du trésor. Chapitre 10. Son avènement à l'Empire. C'est ainsi qu'il passa la plus grande partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 50 ans, où il fut élevé au trône par le plus étonnement des hasards. Quand les meurtriers de Caligula écartèrent tout le monde sous prétexte que l'empereur voulait être seul, Claude, éloigné comme les autres, s'était retiré dans un appartement qu'on appelait Herméum. Saisi d'effroi au premier bruit du meurtre, il se traîna jusqu'à un balcon voisin, où il resta caché derrière les tapisseries qui couvraient la porte. Un simple soldat que le hasard y conduisit aperçut ses pieds, voulut savoir qui c'était, le reconnut et le tira de là. Claude, terrorisé, se jeta à ses genoux en demandant la vie. Le soldat le salua empereur et le mena vers ses camarades, encore indécis, mais frémissant de colère. Ceux-ci le mirent dans une litière, et comme ses esclaves s'étaient enfuis, ils le portèrent tour à tour jusqu'au camp sur leurs épaules. Il était triste et tout tremblant, et les passants en avaient pitié, comme d'un innocent qu'on l'emmènerait au supplice. Reçu à l'intérieur du retranchement, il y passa la nuit au milieu des sentinelles, et, plus rassuré sur le présent que sur l'avenir, en effet, les consuls et le Sénat occupaient le forum et le Capitole avec les cohortes urbaines, et voulaient rétablir la liberté publique. Claude lui-même, sommé par les tribuns du peuple de venir donner son avis dans le Sénat sur les circonstances présentes, répondit qu'il était retenu par force. Mais le lendemain, le Sénat, en proie aux divisions, est déjà dégoûté de son rôle, ayant molli dans l'exécution de ses desseins, et la foule qui l'entourait demandant à haute voix un seul chef, et notamment Claude. Celui-ci reçut devant le peuple assemblé les serments de l'armée. Il promit à chaque soldat 15 000 sesterces, et il est le premier des Césars qui ait acheté à prix d'argent la fidélité des soldats. Chapitre 11. Il accorde une amnistie générale. Il rend de grands honneurs à sa famille. Affermi sur le trône, il n'eut rien de plus pressé que d'effacer le souvenir de ce qui s'était passé pendant ces 2 jours, où l'on avait essayé de changer la face de l'État. En conséquence, il accorda pour toujours une amnistie générale et complète, qu'il observa religieusement, excepté à l'égard de quelques tribuns et de quelques centurions, qui avaient trompé dans le meurtre de Caius. Il les fit exécuter, autant pour l'exemple que parce qu'il apprit qu'ils avaient aussi demandé sa mort. Il s'occupa ensuite des devoirs qu'il voulait rendre à sa famille. Il adopta, comme le serment le plus sacré, l'usage de jurer par Auguste. Il fit décerner à son aïeul Livie les honneurs divins et, dans la procession du cirque, un char attelé d'éléphants, comme celui d'Auguste. À ses parents, il fit voter des cérémonies funèbres, auxquelles il ajouta pour son père des jeux annuels dans le cirque, le jour anniversaire de sa naissance. Pour sa mère, un char où son image devait être promené dans le cirque, et le surnom d'Augusta, qu'elle avait refusé de son vivant.
Plein de vénération pour la mémoire de son frère, il fit représenter à Naples, en son honneur et après un concours, une comédie grecque, couronnée par lui comme la meilleure d'après l'avis des juges. Il donna même des marques de reconnaissance et de respect à la mémoire de Marc-Antoine, et il déclara, un jour, dans un édit, qu'il souhaitait d'autant plus de voir célébrer la naissance de son père Drusus, que c'était aussi le jour où était né son aïeul Antoine. Il acheva l'arc de triomphe en marbre que le Sénat avait jadis décerné à Tibère, près du théâtre de Pompée, et auquel on n'avait plus pensé. Il cassa, il est vrai, tous les actes de Caius, mais il défendit de mettre en nombre de jours de fête celui de sa mort, quoique ce fût le premier de son règne. Chapitre 12. Sa modération dans l'exercice du pouvoir, sa popularité. Très réservé dans le choix des honneurs et dans l'exercice du pouvoir, il s'abstient de porter le prénom d'imperator et refusa toutes les distinctions excessives. Il célébra chez lui, sans faste et comme une cérémonie domestique, les fiançailles de sa fille et la naissance de son petit-fils. Il ne rappela aucun exilé que de l'avis des sénateurs. Il demanda, comme une faveur, qu'il lui fût permis d'amener avec lui au Sénat le préfet du prétoire et les tribuns militaires, et qu'on y ratifia les sentences rendues par ses procurateurs dans les affaires judiciaires. Il sollicita des consuls le droit d'avoir des marchés dans ses domaines privés. Il assista souvent, comme un simple conseiller, aux instructions faites par les juges. Quand les magistrats donnaient des spectacles, il se levait avec les autres, à leur entrée, et les saluait à la voix et de la main. Les tribuns du peuple s'étant présentés devant son tribunal, il s'excusa auprès d'eux d'être obligé, faute de place, de les laisser parler debout. Cette conduite lui concilia un peu de temps la faveur et l'amour des Romains, au point que, le bruit s'étant répandu, pendant un de ses voyages à Ostie, qu'il avait péri, assassiné, le peuple, éperdu de douleur, chargea imprécation les soldats comme traîtres, et les sénateurs comme parricides. Ces terribles accusations ne cessèrent qu'après que les magistrats eurent produit à la tribune aux harangues un citoyen, puis un second et d'autres encore, qui affirmèrent que Claude vivait et qu'il approchait de Rome. Chapitre 13. Il échappe à plusieurs dangers. Toutefois, il ne fut pas, dans le cours de son règne, à l'abri de tout danger. Sa vie fut menacée par des entreprises particulières, par des séditions, enfin par la guerre civile. Un homme du peuple fut trouvé, la nuit, auprès de son lit, avec un poignard. On se saisit aussi de deux chevaliers, armés d'un stylet et d'un couteau de chasse, et qui l'attendaient pour le tuer, l'un à sa sortie du théâtre, l'autre pendant un sacrifice dans le temple de Mars. Asinius Gallius et Statilius Corvinus, petits-fils des orateurs Polion et Messala, tentèrent une révolution et firent entrer dans ce complot plusieurs de ses affranchis et de ses esclaves. Furius Camillus Scribonianus, son lieutenant en Dalmatie, parvint à exciter une guerre civile, mais il fut réduit en moins de 5 jours. Les légions qui avaient trahi leur serment s'en étaient presque aussitôt repenties, par un scrupule religieux. Soit hasard, soit volonté des dieux, elle n'avait pu, en effet, ni préparer les aigles, ni arracher les enseignes, quand l'ordre leur fut donné de se mettre en marche pour rejoindre le nouvel empereur. Chapitre 14. Ses consulats, sans zèle dans l'administration de la justice. Outre son ancien consulat, il fut revêtu 4 fois de cette dignité. Les 2 premières, 2 années successives, et les suivantes à 4 ans d'intervalle. Il garda le dernier durant 6 mois, et les autres pendant 2 seulement. Pour le 3e, il fut substitué à un consul mort. Exemple, tout nouveau dans un empereur. Mais qu'il fût ou non consul, il rendait la justice avec beaucoup d'assiduité, mais même les jours consacrés, chez lui ou dans sa famille, à quelques solennités. Quelquefois aussi pendant les fêtes instituées dès la plus haute antiquité par la religion. Sans s'attacher toujours aux larmes de la loi, il la rendait plus douce ou plus sévère,
selon l'équité naturelle ou suivant ses impressions. Ainsi, il rétablit dans leurs droits de demandeurs ceux qui en étaient légalement déchus devant les juges ordinaires, pour avoir trop demandé. Et, ajoutant à la rigueur des lois, il condamna aux bêtes ceux qui furent convaincus de fraudes plus graves. Chapitre 15. La singularité de ces jugements, le fait de tomber dans le mépris. Dans ses enquêtes et ses jugements, il montrait un caractère extrêmement variable, tantôt circonspect et plein de sagacité, tantôt inconsidéré et précipité, quelquefois léger et semblable à un fou. Comme il recensait un jour, en vertu de son pouvoir, les d'écuries pour le service des tribunaux, et qu'un citoyen à qui le nombre de ses enfants donnait le privilège de ne pas siéger répondit à l'appel de son nom, sans se prévaloir de cette excuse. Il le renvoya comme suspect de la manie de juger. Un autre, interpellé devant lui par ses adversaires sur une affaire qui lui était personnelle, prétendit qu'elle n'était pas dans les attributions de l'empereur, mais des juges ordinaires. Claude lui enjoignit de la plaider sur le champ, pour l'obliger à montrer, dans sa propre cause, ce qui aurait d'équité dans celle des autres. Une femme refusait de reconnaître son fils. Les preuves de part et d'autre étaient douteuses. Claude lui ordonna d'épouser le jeune homme, et la força ainsi de s'avouer sa mère. Il donna ordinairement raison aux parties présentes contre les absents, sans avoir aucun égard aux excuses, légitimes ou non, que ceux-ci pouvaient donner de leur absence. Quelqu'un, s'étant écrié qu'il fallait couper les mains à un faussaire, il fit venir aussitôt le bourreau avec son couperet et la table de supplice. On contestait à un plaideur la qualité de citoyen, et les avocats discutaient la question de savoir si cet homme devait plaider sa cause en toge romaine ou en manteau grec. L'empereur, croyant faire preuve d'une entière impartialité, lui ordonna de prendre alternativement les deux costumes, l'un pendant l'accusation et l'autre pendant la défense. On croit que, dans une autre affaire, il rendit par écrit cette sentence « Je suis de l'avis de ceux qui ont raison ». Ces décisions la déconsidèrent tellement qu'on lui donna parfois, même en public, des marques de mépris. Un citoyen, pour excuser l'absence d'un témoin cité par Claude, lui-même dans une province de l'Empire, se contenta de dire qu'il lui était impossible de comparaître. Le motif, il le tint longtemps caché. Après avoir laissé l'empereur lui faire, à ce sujet, une infinité de questions, il finit par répondre. Il est mort, et je pense que cela lui était bien permis. Un autre le remerciant de ce qu'il permettait à un accusé de se défendre, ajouta, et cependant, c'est assez l'usage. J'ai ouï dire à des vieillards que les avocats abusaient de sa patience au point de le rappeler quand il descendait de son tribunal et de le retenir par le pain de sa toge, quelquefois même par un pied, ce qui ne doit point passer pour incroyable, puisqu'un plaideur grec osa lui dire, dans la chaleur de la discussion, « Et toi aussi, tu es vieux et imbécile ». On connaît aussi le trait de ce chevalier romain qui, injustement accusé par l'implacable ennemi d'avoir eu une conduite indécente envers des femmes, et qui, se voyant opposé et confronté des prostituées de profession, ne cessa de reprocher à Claude sa bêtise et sa cruauté, lui lança au visage le poinçon et les tablettes qu'il tenait à la main, et lui fit à la joue une blessure assez profonde. Chapitre 16. Sa censure, il s'y rend ridicule. Claude exerça aussi la censure, qui n'avait plus été donnée depuis Plancus et Paulus. Mais il fit voir dans ses fonctions la même intégralité de caractère et de conduite. Non, la même inégalité de caractère et de conduite. À la revue des chevaliers, il renvoya, sans le noter d'infamie, un jeune homme couvert d'opprobre, mais que son père déclarait irréprochable. Il a, dit-il, son censeur. Il en avertit simplement un autre,
bien connu pour ses débauches et ses adultères, de se livrer au plaisir de son âge avec un peu plus de retenue ou du moins de discrétion. Et il ajouta, « Pourquoi, en effet, faut-il que je sache le nom de votre maîtresse ?» Il effaça un jour, à la prière de ses amis, la note ignominieuse attachée au nom d'un citoyen. « Je veux cependant, dit-il, que la rature subsiste. » Non content de rayer du tableau des juges un des principaux habitants de la province grecque, de Grèce, qui ne savait pas le latin, il le fit aussi descendre au rang des étrangers. Il exigea que tout citoyen qui aurait à rendre compte de sa conduite le fît lui-même, comme il pourrait, et sans avocat. Il nota beaucoup de citoyens qui étaient loin de s'y attendre, et, pour des causes assez singulières, celui-ci pour être sorti de l'Italie à son insu et sans permission. Celui-là pour avoir accompagné un roi dans une province, et il cita dans cette circonstance l'exemple de Rabirius Postumus, autrefois accusé du crime de haute trahison parce qu'il avait suivi à Alexandrie le roi Ptolémée, sans débiteur. Il aurait voulu en noter un plus grand nombre encore. Encore, la négligence des commissaires instructeurs lui fit subir l'affront de ne trouver en grande partie que des innocents où il croyait trouver des coupables, ceux à qui il reprochait le célibat, le défaut d'enfant ou le manque de fortune, justifiant aussitôt de leur mariage, de leur paternité ou de leur richesse. Il en eut même un qui, accusé de s'être frappé d'une épée pour se donner la mort, prouva, en notant ses vêtements, qu'il n'avait aucune blessure. On remarqua aussi, entre autres singularités de sa censure, qu'il fit acheter et briser devant tout le monde un char d'argent d'un travail merveilleux, qui avait été mis en vente près des Sigillières, et que, dans un seul jour, il publia 20 édits, parmi lesquels il y en avait un qui avertissait de bien goudronner les tonneaux, attendu qu'il y aurait beaucoup de vin dans l'année, et un autre indiquait le suc de l'if comme un remède souverain contre la morsure de la vipère. Chapitre 17. Son expédition en Bretagne, son triomphe. Il ne fit qu'une seule expédition militaire, et encore de peu d'importance. Le Sénat lui avait décerné les ornements triomphaux, mais ne trouvant pas que ce fût assez pour la majesté de son rang, et, aspirant aux honneurs même d'un véritable triomphe, il choisit, pour le théâtre de ses exploits, la Bretagne, qui n'avait pas été attaquée depuis Jules César, et où régnait alors une certaine fermentation pour des transfuges qu'on n'avait point rendus. Il alla donc s'embarquer à Ostie, mais il y faillit être submergé 2 fois par un vent impétueux du nord-ouest, sur le côte de Ligurie et près des îles Stéchades. Aussi, de Marseille, il se rendit par terre à Gésoriacum, où il passa la mer. Il reçut en peu de jours, sans combat, sans effusion de sang, la soumission d'une partie de l'île, revint à Rome 6 mois après son départ, et déploya dans son triomphe le plus magnifique appareil. Il permit aux gouverneurs des provinces et même quelques exilés de venir à Rome, pour jouir de ce spectacle. Et il attacha sur le faîte du palais des Césars, parmi les dépouilles de l'ennemi et à côté de la couronne civique, une couronne navale, comme un monument de son passage et de sa victoire sur l'océan. Sa femme, Messaline, suivit dans un char celui du vainqueur. Ceux qui avaient mérité, dans cette guerre, les ornements triomphaux, le suivirent à pied. Revêtu de la prétexte, seul M. Crassus Frugi montait un cheval caparaçonné et portait une robe ornée de palmes, parce que c'était la seconde fois qu'il obtenait cet honneur. Chapitre 18. Sa vigilance pour l'approvisionnement et la sûreté de Rome. Claude s'occupa toujours avec une extrême sollicitude des approvisionnements et de la sûreté de Rome. Pendant l'incendie du quartier émilien, comme on ne pouvait arrêter les progrès du feu, il passa 2 nuits dans le diribitorium.
La foule des soldats et des esclaves ne suffisait pas. Il fit appeler par les magistrats le peuple de tous les quartiers de Rome. Il se fit alors apporter des paniers remplis d'argent, et il exhorta tout le monde au travail, promettant à chacun une récompense digne de ses services. Plusieurs années de stérilité ayant provoqué la disette, il fut, un jour, arrêté dans le forum, dans la multitude qui l'accabla d'injures et lui lança des morceaux de pain. Il eut même beaucoup de peine à s'échapper, et il ne rentra dans son palais que par une porte de derrière. Il n'y a pas de moyen qu'il n'imaginait ensuite pour assurer l'arrivée des convois, même en hiver. Ainsi, il offrit aux fournisseurs des bénéfices certains, en prenant à sa charge les pertes causées par les mauvais temps. Il fit à ceux qui occupèrent des vaisseaux pour le commerce des grains des avantages. Chapitre 19. Il favorise par tous les moyens le commerce des grains. Des avantages proportionnés à leurs conditions dans l'État. Accordant aux citoyens les dispenses prononcées par la loi Papia Pompea. Au latin, les droits des citoyens romains aux femmes, les prérogatives des mères des 4 enfants, ces règlements subsistent encore aujourd'hui. Chapitre 20, ses travaux. Il entreprit de grands travaux, mais il s'attacha moins au nombre qu'à l'utilité. Les principaux sont l'archéduc commencé par Caius, un canal d'écoulement pour le lac Fucain, et le port d'Ostie. Il n'ignorait pourtant pas qu'Auguste avait toujours refusé l'une de ses constructions aux présentes sollicitations des Mars, et que Jules César avait été enfin obligé de renoncer à l'autre à cause des difficultés de l'exécution. Il fit venir à Rome l'eau claudienne, fournie par des sources aussi fraîches qu'abondantes, que l'on appelle l'une la source verte, l'autre la source cursienne ou albudine. Il y amena en même temps, dans un bel aqueduc, celles de nouvelles agneaux, qui furent distribuées dans de nombreux et magnifiques réservoirs. Quant aux travaux du lac Fucain, il vit autant de profit que de gloire à les entreprendre, plusieurs particules s'étant chargées des frais de l'entreprise, à condition qu'on leur donnerait les terres laissées à sec. Enfin, ce canal fut achevé à force de peine, et creusé l'espace de 3000 pas au travers d'une montagne, dont il fallut tailler une partie et raser l'autre. L'ouvrage dura 11 ans, quoique 30 000 hommes y travaillassent sans relâche. Il construisit le port d'Ostie, en l'entourant de 2 bras à droite et à gauche, et en élevant un môle en face de l'entrée, en eau profonde. Afin d'asseoir ce môle encore plus sûrement, on commença par enfoncer dans l'eau le navire qui avait apporté d'Égypte le grand obélisque. Et sur de solides piliers, on bâtit à une hauteur prodigieuse un tour semblable au phare d'Alexandrie pour guider la nuit, la course des vaisseaux. Chapitre 21. Ses spectacles. Il distribua souvent des consiglières au peuple. Il donna des jeux aussi fréquents que magnifiques. Il ne s'en tint pas aux représentations ordinaires, dans les lieux accoutumés. Il imagina d'autres spectacles. Il en fit revivre d'anciennes. Et il y consacra de nouveaux emplacements. Quand il eut reconstruit le théâtre incendié de Pompée, il donna le signal des jeux de la dédicace du haut d'un tribunal placé dans l'orchestre après avoir sacrifié aux dieux dans les temples d'en haut, d'où il était descendu prendre sa place, en traversant les gradins devant toute l'assemblée assise et silencieuse. Il célébra aussi les jeux séculaires, dont il prétendit alors qu'Auguste avait avancé l'époque. Quoiqu'il dise lui-même dans son histoire que cet empereur, après une longue interruption, les avait ramenés à leur époque normale par un calcul fort exact des années écoulées. Aussi se moqua-t-on beaucoup de l'annonce du crieur public, lorsqu'il convia le peuple selon la formule solennelle, à des jeux que personne n'avait vus et ne reverrait jamais.
car il n'existait encore des citoyens que les avaient déjà vus, et quelques acteurs qui avaient paru sur la scène à ces derniers jeux y reparurent à ceux-ci. Il donna souvent des jeux de cirque même sur le Vatican. Et, quelquefois, entre des séries de 5 courses, il y avait chasse de bêtes fauves. Il orna le grand cirque de barrières de bêtes de marbre et de bornes dorées, tandis qu'elles étaient autrefois de bois ou de mauvaises pierres. Il y assigna des places aux sénateurs qui, avant lui, n'en avaient pas de marqués. Outre les luttes des quadriges, il donna le spectacle des jeux troyens et des chasses africaines, exécutés par un escadron de cavaliers prétoriens. Leur tribun en tête et le préfet lui-même avec eux. Il fit voir aussi ces cavaliers thessaliens qui poursuivaient dans le cirque des taureaux sauvages, leur sautant sur le dos après les avoir laissés à la course, et les terrassant en les saisissant par les cornes. Il multiplia les spectacles de gladiateurs, et en donna de plusieurs espèces. Un qui fut annuel, dans le camp des prétoriens, mais sans appareil et sans combat de bêtes. Un autre, dans l'enceinte des élections, dans la forme et de longueur accoutumée, un autre encore, dans le même endroit, mais tout nouveau, de peu de durée, et qu'il l'appela la sportule. Parce que, en l'annonçant pour la première fois, il avait dit qu'il invitait le peuple comme à un petit souper impromptu et sans cérémonie. Il n'y avait point de spectacle où il se montra plus affable et plus gai. On le voyait compter sur les doigts de sa main gauche et à haute voix, comme le peuple, les pièces d'or offertes en vainqueur. Inviter lui-même et exciter toutes les spectaculaires à la joie, les appelant de temps en temps « messieurs », et mêlant parfois ses propos des plaisanteries faibles et sans naturel. Comme le jour où l'assemblée réclamant le gladiateur Palumbus, il répondit « Je le donnerai, et si on peut, le prendre. » Le trait suivant avait du moins le mérite d'être un sage conseil donné à propos. Ayant accordé la baguette de congé à un gladiateur de char, dont les 4 fils l'en avaient prié, et, voyant toute l'assemblée applaudir, il fit aussitôt circuler des tablettes, où il représentait au peuple tout l'avantage qu'il y avait à faire des enfants, puisqu'ils étaient une source de faveur et une protection, même pour un gladiateur. Il fit représenter dans un champ de Mars comme une image de la guerre, la prise et le sac d'une ville et la soumission des rois de la Bretagne. Et il y préséda lui-même en costume de général. Avant d'évacuer les eaux du lac Fucain, il voulut y donner une naumachie. Mais les combattants ayant crié, en passant devant lui, « Empereur, nous te saluons avant de mourir », et Claude les ayant répondu, « Ou peut-être pas », ils ne voulurent plus combattre, disant que cette réponse était leur grâce. Il délibéra quelque temps s'il les ferait tous périr par le fer ou par le feu. Enfin, il s'élança de son siège, courut çà et là autour du lac, d'un pas chancelant ou d'une façon ridicule, menaçant ceci, priant cela, et il finit par les décider à combattre. On vit s'aborder dans ce spectacle une flotte sicilienne et une flotte rhodienne, de 12 trirèmes chacune. Le signal en fut donné par la trompette d'un triton d'argent qu'une machine avait fait surgir du milieu du lac. Chapitres 22 à 25. Ces règlements religieux, judiciaires, civils, militaires, etc. Il réforma, rétablit ou institua plusieurs usages relatifs aux cérémonies religieuses, aux mœurs civiles ou militaires, aux droits des divers ordres de l'État, dans la ville et au dehors. Jamais il n'agrégea un nouveau membre dans les collèges de prêtres, sans avoir lui-même prêté le serment d'usage. Il avait soin, toutes les fois qu'on avait éprouvé à Rome un tremblement de terre, de faire annoncer par le prêteur à la foule assemblée des fêtes expiatoires.
Si un oiseau de mauvais augure se montrait dans la ville ou au Capitole, il ordonnait des prières publiques, et, en sa qualité de souverain pontife, il en prononçait le premier de la formule. Du haut des rostres, devant tout le peuple convoqué, après avoir fait écarter les esclaves et les manœuvres. Chapitre 23. Il rendit continue l'activité des tribunaux, partagés avant lui entre le mois d'hiver et les mois d'été. La juridiction des fideikommis, délégués jusque-là aux magistrats de Rome, comme une commission annuelle, leur fut assurée à perpétuité. Il attribua même aux magistrats des provinces. Il abrogea l'article ajouté à la loi Papia Popea par l'empereur Tibère et qui supposait les sexagénaires incapables d'engendrer. Il établit que les consuls pourraient donner extraordinairement des tuteurs aux pupilles, et que ceux à qui les magistrats auraient interdit l'accès des provinces se verraient interdire aussi le séjour à Rome et de l'Italie. Il imagina une nouvelle sorte de relégation en défendant à plusieurs citoyens de s'éloigner de Rome au-delà du 3e millénaire. Quand il y avait à traiter dans le Sénat une affaire importante, il s'y asseyait entre les sièges des 2 consuls et sur le banc des tribuns. Il fit entrer dans ses attributions les congés que l'on demandait d'ordinaire au Sénat. Chapitre 24. Il accorda les insignes consulaires même à des procurateurs du sénaire. Il ôta la qualité de chevalier à ceux qui refusaient celle de sénateur. Quoiqu'il eût pris au commencement de son règne l'engagement formel de ne créer aucun sénateur qui ne fût au moins l'arrière-petit-fils d'un citoyen romain, il donna le laticlave au fils d'un affranchi, mais à condition qu'il se ferait d'abord adopter par un chevalier. Pour aller au-devant du reproche qu'il craignait, il rappela l'exemple du censeur Appius Caecus, l'auteur de sa race, qu'il avait fait entrer dans le sénat des fils d'affranchis, libertinorum. Mais il ignorait qu'en temps d'Appius, et même encore après lui, on appelait affranchis, libertinos. Non pas ceux qui avaient obtenu l'affranchissement, mais les hommes libres, nés de ceux-là. Le collège des questeurs fut chargé, au lieu de réparation des chemins publics, de donner des jeux de gladiateurs. Il leur ôta l'administration l'hostie et de l'ager gallicus, et leur rendit la garde du trésor de Saturne, confié depuis Auguste à des prêteurs en charge ou, comme cela se pratique aujourd'hui, à d'anciens prêteurs. Il accorda les ornements triomphaux à Silanus, le fiancé de sa fille, avant qu'il eût l'âge de puberté. Et, en général, il les donna avec tant de profusion et une telle facilité à des personnes plus âgées que les légions lui adressèrent en commun une requête où elles demandaient que les lieutenants consulaires recusent les ornements du triomphe en même temps que le commandement d'une armée, pour qu'ils ne cherchassent pas sans cesse des prétextes de guerre. Il décerna même à Plautius les honneurs de l'ovation. Quand celle-ci fit son entrée dans Rome, Claude alla au-devant de lui, et il se tenait à sa gauche lorsqu'il monta au Capitole et lorsqu'il en descendit. Gabinius Secundus, ayant vaincu les chocs nations germains, fut autorisé par lui à prendre le surnom de Chaucius. Chapitre 25. Il régla l'avancement militaire des chevaliers, en donnant, après la cohorte, l'aile, et, après l'aile, le tribunat de la Légion. Il créa aussi un service militaire d'un type purement fictif, pour les absents, lesquels n'avaient qu'un titre sans fonction, et s'appelaient surnumeraires. Il fit défendre aux soldats, par un senatus consulte, d'entrer dans les maisons des sénateurs, pour leur rendre des devoirs. Il fit vendre au profit de l'État les affranchis qui se faisaient passer pour chevaliers romains. Il fit remettre en esclavage tous ceux qui étaient convaincus d'ingratitude ou qui donnaient à leurs patrons des sujets de plainte, et il menaça leurs avocats de ne pas leur rendre justice à eux-mêmes, en pareil cas, contre leurs affranchis.
Quelques citoyens faisaient exposer dans l'île d'Esculape leurs esclaves, malades et infirmes, pour s'épargner l'ennui de les faire soigner. Il déclara que tous ceux qui seraient ainsi exposés seraient libres, et en cas de guérison n'appartiendraient plus à ses maîtres. Ajoutons que quiconque tuerait son esclave plutôt que de l'exposer serait suivi pour meurtre. Il interdit aux voyageurs, par un édit exprès, de traverser les villes d'Italie autrement qu'à pied, en chaise à porteur ou en litière. Il établit à Pouzol et à Ostie une cohorte pour les cas d'incendie. Il défendit aux étrangers de prendre des noms romains, du moins des noms de famille. Il fit frapper de la hache dans la plaie d'Esquiline ceux qui avaient usurpé le titre de citoyen romain. Il rendit au Sénat les provinces d'Achaïe et de Macédoine, que Tibère avait fait passer sous son administration. Il ôta la liberté aux Lyciens, en punition de leur querelle intestine, et il la rendit aux Rhodiens en récompense du repentir de leurs fautes passées. Il déclara les Troyens exempts pour jamais de tout tribut, comme étant les auteurs de la race romaine. Et, à cette occasion, il donna lecture d'une ancienne lettre grecque que le Sénat et du peuple du roi Sélénicus, lettre par laquelle les Romains lui promettaient alliance et amitié, à condition qu'il affranchirait de tout impôt les Troyens, leurs frères de race. Il chassa de Rome les Juifs, qui excitaient des troubles, à l'instigation de Chrestus. Il permit aux députés des Germains de s'asseoir dans l'orchestre, charmé qu'il fut de la simplicité pleine de confiance avec laquelle ces étrangers qu'on avait placés parmi le peuple étaient allés, d'eux-mêmes, se mettre à côté des ambassadeurs des Parthes et des Arméniens assis parmi les sénateurs, en disant qu'ils ne leur étaient inférieurs ni en qualité ni en courage. Il abolit entièrement, dans les Gaules, la cruelle et atroce religion des druides, qu'Auguste avait seulement interdite aux citoyens. Il attacha au contraire de faire passer de l'Attique à Rome les mystères d'Éleusis, et il proposa de reconstruire en Sicile, aux frais du trésor public, le temple de Vénus Éricine, qui était tombé de vétusté. Il fit alliance avec des rois dans le forum, en immolant une truie, et en faisant lire, par les Phéciaux, l'antique formule des serments. Mais ses actes, et en général, tous ceux de son gouvernement, exprimaient plutôt la volonté de ses femmes et de ses affranchis que la sienne. Il n'eut guère d'autres règles que leur intérêt ou leur caprice. Chapitre 26. Ses fiancés, ses femmes. Il eut, très jeune encore, 2 fiancées. Emilia Lepida, arrière-petite-fille d'Auguste, et Livia Medulina, de l'ancienne famille du dictateur Camille, et qui en avait retenu le surnom de Camilla. Il répudia la première encore vierge, parce que ses parents avaient encouru la disgrâce d'Auguste. L'autre mourut de maladie, le jour même qui était marqué pour ses noces. Il épousa dans la suite Plautia, Urgulania, d'une famille triomphale, puis Elia Petina, fille d'un consulaire. Il se sépara de ces 2 femmes par un divorce, de Petina pour des fautes assez légères, et l'Urgulania pour ses ignobles débauches, auxquelles se joignait un soupçon d'homicide. Il épousa ensuite Valeria Messalina, fille de Barbatus Messala, son cousin. Et quand il sut qu'outre ses débordements et ses crimes, elle avait osé se marier à Cécilinus, et consignait même une dot entre les mains des témoins. Il la fit périr et jura aux prétoriens assemblés de garder le célibat puisque le mariage lui réussissait si mal, et de se laisser tuer par eux s'il violait son serment.
En dépit de cette promesse, il traita bientôt d'une nouvelle union avec cette même Petina, qu'il avait renvoyée, et avec Lolia Paulina, qui avait été mariée à César. Mais les séductions de sa nièce Agrippine, fille de Germanicus, lui inspirèrent un amour qui devait naître aisément du droit de l'embrasser et des facilités de leur commerce. Alors, il suborna des sénateurs qui, à la première assemblée, proposèrent de le contraindre à en faire sa femme, sous prétexte que cela importait souverainement à l'État et de donner aux autres citoyens la faculté de contracter de pareils mariages, réputés jusqu'à là incestueux. Il épousa dès le lendemain, mais il ne trouva personne qui voulût suivre son exemple, excepté un affranchi et un centurion primipilaire, aux noces duquel il assista lui-même avec Agrippine. Chapitre 27. Ses enfants. Il eut des enfants de 3 de ses femmes, Durgulania, Drusus et Claudia. De Petina, Antonia, de Messaline, Octavie, et un fils à qui il donna d'abord le surnom de Germanicus, puis celui de Britannicus. Drusus périt dans son enfance à Pompéiès, s'étant étranglé avec une poire qu'il jetait en l'air et qu'il recevait dans sa bouche. Il avait été fiancé, peu de jours auparavant, à la fille de Séjan. Aussi, m'étonnai-je qu'on ait écrit que Séjan fut l'auteur de sa mort. Claude fit jeter et exposer Claudia nue devant la porte de sa mère, comme étant le fruit d'un commerce avec son affranchi beau-père, quoiqu'elle ne fût née que 5 mois après le divorce de l'empereur, et qu'il eût commencé à l'élever. Il maria Antonia d'abord à Cn Pompée, surnommé le Grand. Ensuite à Faustus Sylla, jeune gens la plus haute noblesse. Il donna Octavie à son beau-fils, Néron, bien qu'il eût fiancé à Silanus. Quant à Britannicus, qui était né dès la 20e jour de son règne pendant son second consulat, il ne cessait de le recommander publiquement aux soldats, en le leur montrant tout petit, dans ses 2 mains, au peuple en le tenant sur ses genoux, ou devant lui au spectacle, et il exprimait en même temps des vœux de bon augure pour cet enfant aux acclamations de la multitude. Il adopta Néron, l'un de ses gendres, et, n'en content de répudier les 2 autres, Silanus et Pompée, il les fait périr. Chapitre 28. Ses affranchis. Parmi ses affranchis, ceux qu'il aima le plus furent l'eunuque Posides, qu'il honora même d'une lance sans fer, distinction qu'il accorda aussi à des soldats dans son triomphe sur la Bretagne. Félix, à qui il donna le commandement de cohorte et d'aile cavalerie, le gouvernement de la Judée, et qui fut le mari de 3 reines, Harpocras, à qui il accorda le droit de se faire porter en litière dans la ville et de donner des spectacles au peuple, et plus que cela encore, Polybe, secrétaire impérial aux études, que l'on voyait souvent marcher entre les 2 consuls. Mais il aima par-dessus tout Narcisse, son secrétaire, et Pallas, son intendant, à qui le Sénat, avec l'agrément de l'empereur, accorda le plus magnifique récompense, même les ornements de la questure et de la préture. Et dans les exactions, les rapines furent telles que Claude se plaigne un jour de ne rien avoir dans son trésor. On lui répondit ainsi plaisamment, que ses caisses regorgeraient si ces 2 affranchis voulaient l'admettre dans leur société. Chapitre 29. Il est entièrement gouverné par eux et par ses femmes, ses meurtres. Gouverné, comme je l'ai dit, par ses affranchis et par ses femmes, il vécut en esclave plutôt qu'un empereur. Les dignités, les commandements, l'impunité, les supplices, il prodigua tout, suivant leur intérêt, leur affection, leurs caprices, et le plus souvent à son insu. Je ne veux pas entrer ici dans de minutieux détails. Je ne dirai point ses libéralités révoquées, ses jugements cassés, ses lettres de nomination à des officiers falsifiés, ou même ouvertement transférées à d'autres personnes. Citons des faits plus graves.
Il fit périr Appius Silanus, père de son gendre, et les deux Julie, l'une fille de Drusus et l'autre de Germanicus, sur une accusation vague et sans vouloir les entendre. Il traita de même Cn. Pompée, mariée à l'aîné de ses filles, et elle, Silanus, fiancée à la plus jeune. Pompée fut égorgé dans le bras d'un jeune homme qu'il aimait. Silanus eut ordre de se démettre de la préture, 4 jours avant les calendes de janvier, et de se tuer au commencement de l'année, le jour même des noces de Claude et d'Agrippine. Claude signa aussi l'arrêt de la mort de 35 sénateurs, et de ne plus de 300 chevaliers romains, avec tant de légèreté qu'un centurion chargé de tuer un consulaire, étant revenu lui annoncer que ses ordres étaient exécutés. Il répondit qu'il n'en avait donné aucun. Il ne laissa pourtant pas approuver ce meurtre, ses affranchis lui ayant assuré que les soldats avaient fait leur devoir en prenant sur eux le soin de venger leur empereur. Mais ce qui passe toute croyance, c'est qu'on lui fit signer à lui-même le contrat de mariage de Messaline et de Silius, son amant, en lui faisant croire que c'était une feinte, pour détourner sur un autre un danger dont le menaçait quelque prodige. Chapitre 30. Son portrait. Il y avait dans sa personne un certain air de grandeur et de dignité, qu'il fût debout ou assis, mais principalement lorsqu'il reposait. Il avait la taille haute, avec un certain embonpoint, une belle figure, de beaux cheveux blancs, le cou gras. Mais, lorsqu'il marchait, ses jambes mal affermies fléchissaient souvent. Et dans ses jeux, comme dans les actes sérieux de sa vie, il avait plus d'un désagrément naturel. Un rire inconvenant, une colère plus ignoble encore, qui le faisait écumer. La bouche béante et les narines humides. La voix bégayante et un continuel tremblement de tête, qui redoublait encore pour peu qu'il s'occupât de la moindre affaire. Chapitre 31. Sa santé. Autant sa santé fut mauvaise jusqu'à son avènement à l'Empire, autant elle fut bonne depuis, à l'exception pourtant de quelques douleurs d'estomac, si vives qu'il songea, dit-il, plusieurs fois se donner la mort. Chapitre 32. Ses repas. Il donna souvent d'immenses repas dans de vastes emplacements, et il avait d'ordinaire jusqu'à 600 convives. Il fit dresser un jour, près du canal d'écoulement du lac Fuquin, les tables d'un de ses festins. Mais il faillit être submergé par les eaux qui firent tout à coup irruption. Ses enfants assistaient à tous ces repas, et, avec eux, la jeune noblesse des deux sexes, qui, selon l'ancien usage, mangeait assise au pied des lits. Un convive ayant été soupçonné d'avoir dérobé une coupe d'or, Claude l'invita encore le lendemain, et lui fit donner un vase d'argile. Il méditait, assure-t-on, un édit, pour permettre de lâcher des vents et des paix à table, parce qu'il avait appris qu'un à ses convives avait pensé mourir pour s'être retenu par décence devant lui. Chapitre 33. Sa voracité, sa passion pour les femmes et pour le jeu. Il était toujours prêt à manger et à boire à quelques heures et dans quelque milieu que ce fût. Un jour qu'il jugeait dans le forum d'Auguste, il fut frappé de l'auteur d'un festin que l'on apprêtait non loin de là pour les prêtres saliens, dans le temple de Mars. Il quitta aussitôt son tribunal, monta chez ses prêtres et se mit à table avec eux. Il ne sortait presque jamais d'un repas que gonflé de nourriture et de boissons. Il se couchait ensuite sur le dos, la bouche ouverte, et pendant son sommeil, on lui induisait une plume pour lui dégager l'estomac. Il dormait fort peu de temps, et s'éveillait presque toujours avant minuit. Aussi s'endormait-il très souvent pendant le jour, même sur son tribunal. Et les avocats, tout en grossissant leur voix, avaient encore beaucoup de peine à le réveiller. Il aima passionnément les femmes, mais n'eut aucun commerce avec les hommes.
Il avait un goût très vif pour le jeu de dés, et il fit de cet art le sujet d'un livre. Il jouait, même en voyage, ses voitures et ses tables étaient faites de manière que le mouvement ne troublât pas le jeu. Chapitre 34. Sa cruauté. Il donna, dans les petites choses comme dans les grandes, des marques d'un naturel féroce et sanguinaire. Il faisait procéder sans délai à la question et à l'exécution des parricides. Et il en était toujours le témoin. Il voulut voir à Tibur un supplice à la manière des anciens, et déjà les coupables étaient attachés au poteau, mais le bourreau se trouva absent, et Claude eut la patience d'attendre jusqu'au soir qu'on l'eût fait venir de Rome. À tous les spectacles de gladiateurs, donnés par lui ou par d'autres, il faisait égorger ceux qui tombaient même par hasard sur tous les rétières dont il aimait à regarder le visage pendant qu'il expirait. Deux champions s'étant mutuellement enferrés, il se fit faire sur le champ de petits couteaux avec leurs glaives. Il prenait tant de plaisir aux bestiaires et aux glaives, et au combat de midi, qu'il allait s'asseoir à l'amphithéâtre dès le point du jour, et qu'il y restait même à midi, pendant que le peuple allait dîner. Outre les gladiateurs de profession, il faisait descendre dans l'arène sous le prétexte le plus léger, le plus imprévu, les ouvriers et les gens de service qui se trouvaient là. Si une machine, un ressort, quoi que ce soit enfin, venait à manquer. Il força même, un jour, un de ses nomenclateurs à combattre comme il était, c'est-à-dire en toge. Chapitre 35. Sa méfiance et ses terreurs. Mais le trait le plus marqué de son caractère, c'était la méfiance et la peur. Dans les premiers jours de son règne, quoiqu'il affectât, comme nous l'avons dit, de ne pas abuser de son pouvoir, il n'osait s'asseoir à aucune table de festin sans avoir autour de soi une garde armée de lances et, au lieu d'esclaves, des soldats pour le servir. Il n'allait voir aucun malade sans avoir fait, d'abord, visiter la chambre, tâter les matelas et secouer les couvertures. Dans son palais, il eut toujours auprès de lui des satellites chargés de fouiller ceux qui venaient de le saluer. Nul n'était exempté de cette visite, qui se faisait avec la plus grande rigueur. Ce fut seulement vers la fin de son règne, et avec beaucoup de peine, qu'il n'en disposa des femmes, les enfants et les jeunes filles, et qu'il cessa de faire ôter aux esclaves et aux scribes les boîtes à plumes ou à poinçons qu'ils portaient à la suite de leur maître. Pendant une sédition, Camille, persuadé qu'on pouvait épouvanter Claude sans même recourir à des actes d'hostilité, lui écrivit une lettre injurieuse et menaçante, où il lui ordonnait de renoncer à l'Empire et de mener la vie oisive d'un particulier. Et Claude délibéra, en présence des premiers citoyens de l'État, s'il n'obéirait pas. Chapitre 36. Sa lâcheté. Il fut si effrayé de quelques complots qui lui avaient été dénoncés sans fondement qu'il essaya de déposer l'Empire. On avait saisi près de lui, pendant un sacrifice, comme je l'ai dit plus haut, un homme armé d'un poignard. Il convoqua sur le champ le Sénat par la voix des héros, pleura, poussa des cris, se lamenta sur sa malheureuse condition qui l'exposait à des dangers continuels. Et pendant longtemps, il ne voulut plus paraître en public. Son amour pour Messaline, si ardent qu'il fût, céda bien moins au ressentiment de ses ouvrages qu'à la crainte de ses complots. Car il lui opposait le dessein de faire passer l'Empire à son amant Silius. C'est dans ce temps-là que, saisi d'une frayeur honteuse, il s'enfuit vers le champ des prétoriens en demandant à tout le monde sur la route s'il était encore empereur. Chapitre 37. Quelques-uns de ses meurtres. Il n'y avait soupçon si léger, dénonciation si fausse, qui ne le poussa pas la peur à des précautions excessives et à la vengeance. Un plaideur, qui était venu le saluer, lui dit secrètement qu'on songe lui avait vu tué par quelqu'un.
Peu d'instants après, son adversaire s'étant présenté, à son tour, avec un mémoire, il feignit de reconnaître en lui l'assassin, et le montra à l'empereur, qui le fit sur le champ traîner en supplice, comme un criminel. On s'y prit, dit-on, de la même manière pour perdre Appius Silianus. Messaline et Narcisse, qui en avaient fait le complot, se partagèrent les rôles. Narcisse entre un matin avant le jour, et d'un air effrayé dans la chambre de l'empereur, et lui dit qu'il vient de voir en songe Appius attenter à sa vie. Messaline, feignant la surprise, ajoute que, depuis plusieurs nuits, elle a fait aussi le même rêve. Un moment, après, on annonce Appius, qui, la veille, avait reçu l'ordre formel de venir à cette heure-là, et Claude, persuadé qu'il venait réaliser le songe, le fait saisir et mettre à mort. Le lendemain, il raconta au Sénat comment toute l'affaire s'était passée, et il remercia son affranchi de veiller, même en dormant, sur ses jours. Chapitre 38. Son penchant à la colère, il cherche une excuse à sa stupidité. Se sentant sujet à la colère et au ressentiment, il s'en excusa dans un édit, et, faisant une distinction entre ces deux affections, il promit que la première serait toujours courte et inoffensive, que l'autre ne serait jamais injuste. Il s'était emporté contre les habitants d'Ostie, parce qu'ils n'étaient pas venus sur des barques au-devant de lui, un jour qu'il remontait le Tibre. Il avait même reproché avec rigueur de le traiter comme un homme du commun. Mais, touché d'un prompt repentir, il leur adressa presque des excuses, et leur pardonna. On le vit repousser de la main plusieurs citoyens qui avaient mal pris leur temps pour l'aborder en public. Il exila. Malgré leur innocence et sans vouloir les entendre, le greffier d'un questeur et un sénateur qui avaient été honorés de la préture, l'un pour avoir plaidé contre lui avec trop de véhémence avant qu'il fût empereur, l'autre pour avoir mis à l'amende, étant édile, quelques-uns de ces fermiers qui vendaient des viandes cuites malgré les règlements, et pour avoir en outre fait battre des verges sans son régisseur qui était intervenu dans la cause. C'est aussi pour ce motif qu'il retira aux édiles la surveillance des cabarets. Quant à sa stupidité, il eut même celle d'en vouloir parler, et il affirma dans quelques pauvres discours que ce n'était qu'une ruse imaginée sous Caligula, pour lui échapper et parvenir à ses fins. Mais il ne persuada personne, et peu de temps après, il parut en grec un livre intitulé L'élévation des imbéciles, où l'on prouvait que personne ne saurait feindre la bêtise. Chapitre 39. Ses inconséquences et ses étourderies. Il étonnait surtout par ses inconséquences et ses distractions, ou pour parler comme les Grecs, par sa météoria et son ablepsia. Peu de temps après l'exécution de Messaline, il demanda, en se mettant à table, pourquoi l'impératrice ne venait pas. Souvent il faisait inviter à son conseil, ou à jouer au dé avec lui, des citoyens qu'il avait fait mourir la veille. Et, las de les attendre, il envoyait des messagers gourmander leur paresse. Il allait contracter avec Agrippine un mariage réprouvé par les lois, et il ne cessait de l'appeler dans tous ses discours. Sa fille, son nourrisson, né dans ses bras, élevé sur ses genoux. Il allait adopter Néron, et il répétait à tout propos que personne n'était jamais entré par adoption dans la famille Claudia. Comme si ce n'eût pas été commettre une assez grande faute que d'adopter le fils de sa femme lorsque le sien était déjà adulte. Chapitre 40. Il se montrait souvent si inconsidéré dans ses paroles et dans ses actions qu'il paraissait ne savoir qui il était, ni avec qui, ni dans quel lieu, ni en quel temps. Il s'écria, un jour, dans le Sénat, où il était question des bouchers et des marchands de vin, « Qui de nous, je vous prie, peut vivre sans manger un morceau ?» Et il se mit à vanter l'abondance qui régnait autrefois dans les tavernes,
où il allait lui-même chercher du vin. Il accorda son suffrage à un candidat pour la question. Autre raison, parce que son père lui avait donné fort à propos de l'eau fraîche dans une maladie. Une femme était appelée en témoignage devant le Sénat. Cette femme, dit Claude, a été affranchie et la coiffeuse de ma mère. Mais elle m'a toujours regardé comme son patron. Je dis cela parce qu'il y a encore, dans ma maison, des gens qui ne me regardent pas comme leur patron. Sur son tribunal même, il entra en fureur contre les habitants d'Ostie, qui lui faisaient une prière, et il se mit à crier de toute sa force qu'il n'avait aucun sujet de les obliger, et qu'il était libre tout comme un autre. Il répétait tous les jours, à toute heure, à tout moment, « Me prenez-vous donc pour l'athlète Télégénius ?» Et il ajoutait en grec, « Parlez, mais ne me touchez pas. » Il disait enfin mille autres choses inconvenant, même dans un particulier à plus forte raison, dans un prince qui n'était pas sans éloquence ni sans culture, et qui montrait beaucoup de goût pour l'étude. Chapitre 41. Ses ouvrages, il invente 3 lettres. Dans sa jeunesse, il essaya d'écrire l'histoire, encouragé par Tite-Live et aidé par Sulpicius Flavius. Il commença, devant un nombreux auditoire, la lecture de son travail, mais il eut peine à finir car il en refroidit lui-même tout l'intérêt. Voici comment. Dès les premières pages, un auditeur les plus épais avait rompu un banc sous lui, et toute l'assemblée de rire aux éclats. On eut bon ensuite faire silence. Claude ne peut s'empêcher à chaque instant de rappeler cet incident, et les rires de recommencer le plus bel. Il écrivit beaucoup pendant son règne, et fit toujours lire ses ouvrages en public, par un de ses lecteurs. Son histoire commençait après le meurtre du dictateur César. Mais il passa ensuite à une époque plus récente, c'est-à-dire à la fin des guerres civiles, quand il vit que les plaintes continuaient de sa mère et de son aïeul, l'empêchaient d'écrire librement et avec vérité sur les temps antérieurs. Il laissa 2 livres de la première de ses histoires et 41 de la seconde. Il composa aussi 8 livres de mémoire sur sa vie, lesquels manquant plutôt d'esprit que d'élégance. Il fit, en outre, une apologie assez savante de Cicéron, en réponse au livre d'Asinius Gallus. Il inventa 3 lettres qu'il croyait fort nécessaires et qu'il voulut ajouter à l'alphabet. Il avait déjà publié un volume sur ce sujet, avant que d'être empereur, et quand il le fut, il n'eut pas de peine à obtenir qu'on adoptât l'usage de ces lettres. On les retrouve dans la plupart des livres, des actes publics et des inscriptions de cette époque. Chapitre 42. Ses prédilections pour le grec et ses productions dans cette langue. Il ne montra pas moins d'ardeur pour l'étude des lettres grecques, et il témoigna de toute occasion le cas qu'il faisait de cette belle idiome. Un barbare parlait devant lui en grec et en latin. « Je vois avec plaisir, lui dit Claude, que vous savez nos 2 langues. » Confiant la Chaïe au sénateur, « Je suis, dit-il, arraché à cette province par le lien des mêmes études. » Dans le Sénat, il répondit souvent dans un discours suivi en grec aux ambassadeurs, et sur son tribunal. Il cita souvent des vers d'Homère. Quand il s'était défait d'un ennemi ou d'un conjuré, et que le tribun qui était de garde lui demandait le mot d'ordre, et il donnait en grec celui-ci. « Me venger aussitôt du premier qui m'enfonce. » Enfin, il écrivit dans cette langue 20 livres de l'histoire des Tyréniens, et 8 de celle des Carthaginois. C'est à l'occasion de ces ouvrages qu'à l'ancien musée d'Alexandrie, où on ajouta un autre, appelé du nom même de l'empereur. Et l'on statua que tous les ans, un certain jour, il serait fait en entier par différents lecteurs. À tour de rôle, une lecture publique dans l'un de l'histoire des Carthaginois, dans l'autre de celle des Tyréniens. Chapitre 43. Son repentir d'avoir épousé Agrippine et adopté Néron.
Vers la fin de sa vie, il donna des marques évidentes du repentir d'avoir épousé Agrippine et adopté Néron. Ces affranchis louant, un jour, devant lui, l'équité d'une sentence qu'il avait prononcée la veille contre une femme accusée d'adultère. Il répondit que le sort lui avait aussi donné des femmes impudiques, mais qu'elles n'étaient pas restées impunies. Et un moment après, rencontrant Britannicus, il l'embrassa tendrement et lui dit « Achève de grandir, et je te rendrai compte de toutes tes actions, de toutes mes actions. » Il ajouta même en grec « Qui a fait la blessure, la guérira. » Et bien qu'il fût un pubère et encore bien jeune, il voulait sa taille permettait d'anticiper l'âge, lui faire prendre la toge virile. Le peuple romain, disait-il, aura donc enfin un vrai César. Chapitre 44. Il est emprisonné. Il fit, peu de temps après, son testament qui fut signé de tous les magistrats. Il aurait sans doute donné suite à ses projets. Mais il fut prévenu par Agrippine et que tourmentait sa conscience et que de nombreux délateurs commençaient à accuser. On convient qu'il périt empoisonné, mais on ne sait précisément ni où ni par qui. Quelques-uns disent que ce fut au Capitole, dans un festin avec des prêtres, et par l'eunuque Halotus, son dégustateur. D'autres dans un repas de famille, et par Agrippine elle-même, qui lui avait présenté un cep empoisonné, sorte de mets dont il était fort avide. On ne s'accorde pas non plus sur ce qui suivit. Selon le plus grand nombre, il perdit aussitôt la voix et mourut au point du jour, ayant horriblement souffert toute la nuit. Selon d'autres, après s'être assoupi quelques moments, il vomit tout ce qu'il avait mangé, et alors en fit prendre une seconde dose de poison, ou dans un potage comme pour rendre des forces à son estomac épuisé, ou dans un lavement comme pour aider par une évacuation à une digestion difficile. Chapitre 45. Sa mort, ses funérailles, son apothéose. Sa mort fut tenue secrète jusqu'à ce qu'on eût tout disposé pour assurer l'empire à son successeur. On continua donc à faire des vœux pour sa guérison, et, pour donner le change, l'on appela même au palais quelques comédiens qu'il avait, disait-on, demandé pour se distraire. Il mourut le 3 des Ides d'octobre, sous le consulat d'Asinius Marcellus et d'Aquilius Aviola. Dans la 64e année de son âge et la 14e de son règne, ses funérailles furent faites avec toute la pompe convenable à son rang, et on le mit au nombre des dieux. Cet honneur que négligea puis supprima Néron lui fut restitué par Vespasien. Chapitre 46. Présages qui annoncèrent sa mort. Plusieurs présages annoncèrent sa mort. Voici les principaux. Il parut au ciel une de ces étoiles chevelues qu'on appelle comète. Le tombeau de son père, Drusus, fut frappé de la foudre, et la plupart des magistrats de toute catégorie étaient morts cette année-là. Lui-même parut prévoir sa fin prochaine, et il n'en fit pas mystère. Ayant désigné le consul, il n'en nomma aucun pour une époque, plus éloignée que le mois, où il périt la dernière fois qu'il se rendit au Sénat. On l'entendit, à plusieurs reprises, exhorter ses enfants à la concorde et recommander leur jeunesse au sénateur d'une voix suppliante. Enfin, à la dernière audience qu'il donna comme juge, il dit qu'il était arrivé au terme de la vie d'un mortel. Et il les répéta, quoique les assistants eussent repoussé avec horreur un tel présage.